on a un temps qu'on a appelé regard croisé, un temps de partage d'expérience avec Monsieur Chambon que vous venez d'entendre et puis Muriel Attab. Ils vont se présenter. L'idée est de vous raconter un peu l'histoire de ces deux personnes. L'un est médecin clinicien, l'autre est mère de famille, qui ont été amenés à faire du fundraising alors que ce n'était pas du tout leur prédestination. On les accueille bien fort et Yael orchestrera ce moment. Muriel Attab de Princesse Margot et Monsieur Chambon de l'Institut Pasteur. C'est à vous. Bon, vous avez 10 minutes, hein, globalement. Bien sûr, on s'organise en live. Voilà. Regardez, hop. Merci je vous donne beaucoup. Monsieur Chambon. Merci. Merci Muriel, merci Jean-François d'être parmi nous aujourd'hui pour cette plénière d'ouverture qui est à l'image de ce qu'on vous a promis, hein, d'une grande diversité. Donc, on a eu donc un petit intermède avec nos amis de la Belle Boîte et puis les enjeux politiques qui ont été posés. Et maintenant, on va rentrer au cœur de ce qui fait, disons, notre métier, l'humain, les causes qui sont portées par vous. Et puis des histoires de vie, des parcours. Donc là, c'est un vrai challenge qu'on s'est donné parce que nous avons ici deux parcours très différents, deux structures de taille très différentes. Et ce ne sont pas des professionnels de la collecte qui sont là, mais des gens qui œuvrent pour collecter et pour mener à bien des missions. Deux personnalités, donc rien de prédestinées à devenir fundraiser et à s'intéresser à ces sujets. J'aimerais savoir combien de personnes parmi vous, si vous pouvez lever la main, pensent qu'ils étaient prédestinés à faire de la collecte ou s'ils sont tombés dedans par hasard. Hein. Si vous pouvez lever la main. Alors, non. Est-ce que c'était votre destin? Non, c'est pas la question. Est-ce que vous pensez que c'était quelque chose d'évident que vous tombiez là-dedans? Non, vous pouvez lever la main si c'est non. Vous êtes tombé là-dedans par hasard? Ouais, voilà. Donc, vous avez un grand point commun avec, avec les personnes dans la salle. Alors, nos intervenants, donc l'un était médecin, toujours, l'autre mère au foyer. L'un a été immergé dans le combat contre le sida très tôt et Muriel était immergée dans le combat suite à la perte d'un enfant. Donc tous deux ont été happés par la volonté d'agir et de changer les choses avec leurs armes, leur énergie, leurs compétences et ils ont accepté de partager leur parcours avec nous. Ils partagent aussi avec vous tous ce qu'on retrouve bien souvent chez les fundraisers, une forte orientation vers l'action et la volonté de transformer les choses et d'avoir un réel impact. Alors, j'aimerais d'ores et déjà que vous nous présentiez vos organisations, leurs missions. Alors, est-ce que Muriel, vous pourrez nous présenter Princesse Margot? Donc, Princesse Margot a été créée il y a 6 ans, presque maintenant, comme vous le disiez, Yael, suite au décès de ma fille Margot, d'où le nom Princesse Margot, qui est décédée à l'âge de 18 ans d'une tumeur au cerveau. Effectivement, j'étais maman au foyer depuis 18 ans, maman de 3 enfants. Quand à l'âge de 15 ans, ma fille est donc tombée malade d'un glioblastome, donc c'est-à-dire une tumeur au cerveau. Évidemment, on ne sait pas toujours que le cancer peut toucher les enfants et qu'en tout cas ça touche dans sa propre famille, dans sa propre chair. C'est un séisme pour toute la famille entière. Et donc pendant 3 ans, on est resté à combattre auprès d'elle cette maladie, mais surtout aussi les dommages collatéraux qui peuvent découler de cette maladie. Quand elle est décédée donc à l'âge de 18 ans, alors il y a 2 solutions qui se sont imposées, c'est-à-dire que soit on a envie de baisser les bras et sauter par la fenêtre, soit on a envie de remonter ses manches et de se dire il y a peut-être un message, il y a peut-être un nouveau combat qui démarre. C'est celui-là que j'ai choisi sans me poser de questions. J'ai donc créé une association d'abord en hommage à ma fille et puis en me disant que je suis partie d'un constat où on a été extrêmement aidés, nous,
notre famille par notre entourage. Et je me suis posé des questions, comment faisaient les familles qui n'étaient pas aidées, qui avaient des problèmes familiaux ou financiers. Donc j'ai créé l'association, alors sans rien connaître du monde associatif, mais alors pas du tout, ni son fonctionnement. J'ai foncé tête baissée et j'ai commencé à me battre et à découvrir le monde associatif et à découvrir autant ses problématiques que également ce qu'on pouvait y découvrir de merveilleux, c'est-à-dire une aventure humaine. Très bien, merci pour cette présentation. Jean-François, est-ce que vous pouvez nous présenter l'Institut Pasteur dans ses missions? Pas facile après ça. Ouais, très rapidement, parce qu'il vaut mieux qu'on parle de nos engagements que de nos structures, d'autant plus qu'on n'a plus beaucoup de temps et que l'Institut Pasteur, je pense que beaucoup de gens connaissent. L'Institut Pasteur est un centre de recherche biomédicale de dimension internationale qui est dans le centre de Paris. Aujourd'hui, ça emploie 2600 personnes, ce qu'on ne sait pas trop, parce que c'est quand même assez considérable. Et le réseau des Instituts Pasteur, sachant qu'il y en a 33 dans le monde, avec une mission qui porte à la fois sur la recherche, la santé publique et l'enseignement au sens transmission, formé par l'expérience et former les générations futures. Ce que je trouve le plus remarquable, c'est que cette mission, elle a été voulue par Pasteur il y a 130 ans, et cette institution, elle a été voulue par Pasteur il y a 130 ans, suite à ses premiers travaux sur la rage, et justement pour rendre accessible le vaccin et faire en sorte que la science puisse servir le progrès médical. Et c'est toujours cette même mission qui est menée aujourd'hui. Et dernier point, contrairement peut-être à d'autres organismes, les champs de la recherche sont multidisciplinaires, y compris, alors bien connus pour les maladies infectieuses, mais aujourd'hui il y a beaucoup d'autres recherches qui sont faites, y compris sur le cancer, sur les maladies métaboliques, sur les maladies neurodégénératives. Et donc vous avez un éclectisme dans les objectifs qui est très large. Alors vous, votre parcours, finalement, il vous a amené à vous rapprocher du monde associatif assez tôt, dans la sphère liée au sida. Et vous, même si vous n'êtes pas un professionnel de la collecte de fonds, vous y êtes tombé très tôt, puisque en 1994, vous avez participé au premier Sida Action qui avait levé 45 millions en une soirée. Vous avez été impliqué chez Arcade Sida. Peut-être que vous pourriez raconter un peu cette immersion finalement dans cet univers. C'est une vieille histoire, mais on a tous, vous évoquiez madame le décès de votre enfant, on a tous des circonstances qui nous amènent à une forme d'engagement, et cet engagement débouche sur une activité de collecte. Je crois que c'est comme ça que les choses se font, et c'est pour ça aussi que autant de personnes ont levé le bras. Donc moi, mes circonstances, c'est d'être médecin et de découvrir en 85, alors que je finis juste mes études médicales, à la fois le test de dépistage du sida qui apparaît en février 85, et je suis médecin de collecte à Fresnes à ce moment-là, et c'est la première fois qu'on utilise le test de dépistage du VIH en février 85 à Fresnes. Les résultats sont une énorme révélation. Et puis d'avoir du coup cette épidémie de sida qui se développe au moment où je finis mes études médicales. Donc ça, quand vous êtes jeune médecin, avec toutes les convictions qu'on a quand on est encore jeune médecin, et que vous voyez une épidémie comme ça se développer, vous ne pouvez pas ne pas vous engager plus. Et donc, effectivement, les 15 ans qu'on suivit, j'étais à la fois directeur médical d'Arcade Sida et médecin hospitalier dans des services parisiens. Ce qui fait que toute ma vie professionnelle, après, a été influencée par ça, et que j'ai appris à faire de la communication sans savoir que ça s'appelait de la communication, du lobbying sans savoir que ça s'appelait du lobbying, et du fundraising sans savoir que ça s'appelait du fundraising. Donc le lobbying, vous l'avez vu, j'ai pas perdu mon énergie. On a pu le constater. Voilà, il y a des causes, le monde est rempli de causes, il y en a beaucoup, on ne peut pas se battre pour toutes les causes, mais moi, il y en a qui, je crois, depuis tout petit, me révoltent. Et quand on a les circonstances en face de vous et la possibilité d'intervenir, il faut intervenir. Pour ceux qui l'ont vu, je vous renvoie à 120 battements par minute ou à Dallas Buyer Clubs. C'était vraiment ça, l'ambiance de la lutte contre le sida dans les années entre 85 et 97. Et donc pour un médecin, pour un militant, voilà, ça ne pouvait que convoquer. Toute ma vie après, même quand j'ai travaillé pour l'industrie après,
Et oui, je voulais dire ça par rapport à tout à l'heure au héros, là, notre intervenant. Moi, quand j'étais Arcade Sida, je me suis battu pour l'accès aux soins et aux médicaments, j'étais un héros. Après, je suis rentré dans l'industrie pharmaceutique, je me suis battu pour l'accès aux médicaments et aux soins dans les pays africains, j'étais un salaud. Et puis après, je suis revenu à l'Institut Pasteur. Je me bats aujourd'hui pour l'accès aux vaccins contre la rage, parce qu'il y a plein d'endroits du monde où des enfants meurent parce qu'ils n'ont pas accès à la prophylaxie. Et je suis redevenu un héros. Vous êtes repassé Donc, du côté de la force. C'est la cause. Ce qui compte, c'est la cause. Revenons à vous, Muriel, et à votre parcours et à la cause que vous portez. Donc, vous êtes immergé dans le monde associatif de manière, corps et âme. C'était votre combat, votre façon aussi de retrouver vie, de retrouver l'énergie après tout ça. Et du coup, vous avez dû vous-même finalement mettre les mains dans le cambouis et aller chercher des financements. Comment ça s'est passé? Quel a été votre... un petit rapport d'étonnement sur le sujet collecte. Comme disait monsieur, on est obligé de faire des choses dont on n'avait pas connaissance avant, qui aujourd'hui portent un nom, mais c'est vrai qu'on est obligé de porter cette cause et d'aller frapper à des portes, parce qu'une association, en tout cas, ne peut pas vivre sans fonds. Donc on est obligé d'aller frapper à des portes pour demander de l'argent. Et je trouve qu'aller demander de l'argent, en tout cas, c'est pas quelque chose que j'aime faire. On est obligé de le faire, mais moi, ce que j'aime faire, c'est le combat pour lequel j'ai créé cette association. Donc, on n'est pas aidé sur la collecte de fonds. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément d'associations, il y a énormément de fondations, il y a énormément de causes qui sont justes, et que ce soit les personnalités qu'on choisit pour nous aider, que ce soit les entreprises qu'on essaye de démarcher, ces gens-là sont énormément sollicités. Donc il faut convaincre. Voilà. Et je pense que le principal, c'est le travail et la conviction. Et aujourd'hui, vous me disiez en préparant que vous sentiez que vous aviez besoin de franchir un cap, parce que là, vous étiez dans votre forme d'engagement, dans votre conviction, dans vos combats. Vous sentez qu'il faut vous doter d'outils, structurer des choses. C'est-à-dire que c'était au démarrage une petite association, donc très artisanale, et puis au fur et à mesure où la collecte et la visibilité s'est agrandie, il faut effectivement se professionnaliser. Donc on fait appel à des personnes qui sont là aujourd'hui, comme Sarah Boudali, que le hasard a mis sur mon chemin, parce que je n'aurais pas fait la démarche de la contacter pour nous aider. Et le hasard a donc fait que on s'est rencontrés et que j'ai découvert un métier. Et que j'ai découvert un métier que je ne connaissais pas, et qu'on pouvait faire appel à des gens qui avaient des compétences. Alors, c'est pas toujours facile à accepter, mais surtout à faire accepter. À faire accepter par qui? À faire accepter par le grand public, à faire accepter, parce que je trouve que la problématique, on en a énormément parlé, c'était un grand sujet de débat entre nous, la grande problématique aujourd'hui, c'est de faire en sorte, ou en tout cas, que les associations aient le moins de frais de fonctionnement possible. On en a discuté. Et je me suis battue pendant 5 ans. Alors, je suis moi-même bénévole, je suis présidente fondatrice et je suis surtout bénévole. Et je travaille à plein temps. Et j'ai essayé de travailler ces frais de fonctionnement le mieux que je pouvais. C'est-à-dire, il faut essayer de les porter le plus bas possible. Et puis, au bout d'un moment, on s'aperçoit que c'est plus possible. C'est-à-dire que soit on veut grandir, et à ce moment-là, on ne peut plus tenir ces frais de fonctionnement. Mais à ce moment-là, le regard des autres change, et c'est très compliqué. Alors, lorsque vous étiez vous-même, Jean-François, du côté mécène, quel regard vous aviez sur ces sujets de frais de fonctionnement puisque vous avez finalement été de l'autre côté aussi, et c'est comme ça que vous avez eu un regard sur les fundraisers et sur le fundraising. Est-ce que c'était un tel sujet de préoccupation des mécènes? En fait, je ne saurais pas exactement répondre directement à cette question-là, parce que comme je revendique, je sais que mes équipes m'ont dit qu'il ne faut pas le dire, mais je ne suis pas un professionnel de la collecte. Et en fait, comme vous l'avez compris, tous les engagements viennent de mon engagement médical, et puis
de ce que je perçois comme enjeu autour de la médecine qui dépasse largement la médecine. Et ça, c'est vrai que l'histoire du sida a montré que les questions d'accès aux soins en général, les questions d'accès aux médicaments, les questions de place des malades dans la société, les questions de... Voilà, il y a beaucoup de choses qui dépassent. Je me suis retrouvé impliqué dans différentes opérations de collecte, ce qui permet aujourd'hui de porter un regard avec un peu de recul sur ces différentes opérations. Le premier SIDAction en 1994 a été fait de façon relativement non professionnelle, assez empirique, et parce qu'il y a eu une convergence de lobbies, le lobby associatif, le lobby scientifique, qui ont finalement conduit à ce que les chaînes le fassent. C'est une émission incroyable, le premier SIDAction, il faut l'avoir vécu pour le savoir. 45 millions d'euros dans la soirée, et je vous jure que c'est vraiment 45 millions d'euros collectés pendant la soirée et les 2-3 jours qu'on suivi. C'est colossal, c'est quand même une... Voilà, je ne connais pas beaucoup d'opérations qui soient... Donc, premier enjeu. Après, effectivement, j'ai monté et dirigé une fondation d'entreprise, et donc c'est ça auquel vous faites allusion. J'étais côté mécène. C'est d'autres problèmes de côté mécène que côté bénéficiaire de l'aide, mais c'était principalement pour financer des programmes dans les pays en voie de développement, donc la gestion des frais de fonctionnement ne se faisait pas de la même manière. Maintenant, c'est vrai que tout n'est pas fait pour permettre aux structures associatives de fonctionner avec le plus de facilité. Et excusez-moi de faire un peu de politique, ce qu'on vient d'entendre là juste avant me rassure pas par rapport à l'effort qui pourra être fait pour faciliter. On a un problème dans ce pays qui est la facilitation. On a des organismes qui pourraient bénéficier de grandes facilitations en général. On a évoqué un sujet qui allait forcément émerger étant donné les causes et surtout votre expérience. On a évoqué le binôme, le tandem émotion et collecte en préparant cette interview. Et Muriel, vous me disiez que bien évidemment, quand vous racontez votre histoire, vous voyez forcément que les gens sont touchés, et on vous dit souvent, avec une cause comme celle-là, ça doit être facile. Et en même temps, voilà, aujourd'hui, c'est pas si facile. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette logique d'émotion à manipuler en matière de collecte Moi, je ne la manipule pas. C'est-à-dire que je me rends compte que c'est une histoire que je porte. Et aujourd'hui, mon histoire facilite, on va dire, la collecte de fonds. Ce qui est plus difficile, c'est quand c'est pas moi qui porte. Comment aller plus loin si vous Et là, aujourd'hui, c'est cette vraie problématique parce que les gens vont nous aider. Je vous donne un exemple. J'avais été élue en 2016 femme de l'année chez Clarins. Et quand j'ai présenté l'association, j'ai retrouvé des personnes en larmes qui écoutaient mon histoire. Et je me pose la question depuis, c'est-à-dire que beaucoup de gens aident l'association à cause de mon histoire ou grâce à mon histoire malheureusement, mais que va devenir cette association et son combat surtout sans moi, parce que je ne vais pas pouvoir la porter indéfiniment. Et c'est ça aujourd'hui un nouveau combat que j'ai envie de mener, c'est-à-dire de continuer à porter cette cause, les besoins, les enjeux, pas à travers mon histoire, mais à travers les histoires de toutes ces familles. Et est-ce que vous voulez qu'il y ait des gens dans la salle qui viennent vous aider ? Mais avec plaisir. Alors, je ne vais pas être une bonne cliente parce que, comme je vous disais, je vais accueillir un maximum de bénévoles, donc je ne sais pas s'ils sont là. De gens qui ont envie de faire du bénévolat. Voilà. Donc, effectivement, oui, on a énormément besoin dans les associations de bénévoles, mais de compétences. Et ces deux mots-là sont très difficiles en général. C'est-à-dire beaucoup de gens viennent me voir pour être bénévole, mais pour aller au contact des enfants, puisque on va dans les hôpitaux, on aide ces familles, et les personnes qui veulent être bénévoles chez Princesse Margot, ils ont envie d'aller au contact de ces familles, de ces enfants. Et malheureusement, ce que les gens ne savent pas assez, c'est qu'on a besoin aussi de compétences en back-off, on va dire, et ça, c'est plus compliqué. Donc, les gens postulent, on va dire, un peu plus, et donc on se retrouve aux mêmes problématiques de savoir est-ce qu'on peut embaucher ou pas, parce qu'à ce moment-là, que vont devenir nos frais de fonctionnement. Donc j'y reviens, mais malheureusement, c'est difficile. Et j'espère, grâce à votre aide aussi,
que ça va changer. Ça va on changer. essaye de faire passer les messages comme quoi il faut investir pour collecter et tout le monde ici partage cette Alors c'est dommage, le ministre est parti, je voulais qu'il reste parce que le haut commissaire est donc parti. On lui a demandé de rester, mais on n'est déjà pas avancé. Il n'a pas voulu rester parce que justement, pour pouvoir aider les associations, moi j'ai quelques idées, mais malheureusement, par exemple, en ce qui concerne les aides, les contrats aidés, aujourd'hui, les contrats aidés sont extrêmement faibles. Et puis, les associations, je ne sais pas, il y a une problématique qui ne revient jamais, auquel Princesse Margot est confrontée, mais j'en ai jamais entendu parler, c'est la TVA. Moi, je ne trouve pas normal que la TVA, que les associations payent 20% de TVA. Alors, ça dépend pourquoi. C'est-à-dire que, évidemment, si on a besoin de fournitures, on a besoin de choses comme ça, on est affilié à la TVA, ok. Mais l'association Princesse Margot, on va dire que 70% de son budget part pour aider les familles, part pour aider des structures comme la PHP, comme aider des structures comme les hôpitaux. Et il y a 20% de l'argent des donneurs qui partent à la TVA. Et en tout cas, moi, je trouve ça inadmissible. C'est un sujet de travail de franc générosité. Je regarde par là parce qu'il y a deux... Alors, je vais juste donner la parole pour une question finale à Jean-François sur la question de l'émotion, justement. On avait évoqué ça parce que c'est vrai que c'est bien plus compliqué de manipuler l'émotion, de rapprocher la cause de la recherche fondamentale des individus, et vous aviez un regard intéressant sur le sujet. C'est gentil. Non, c'est difficile de traiter comme ça une question comme ça, c'est une question très compliquée. Juste quelques réflexions. La première, c'est, vous allez dire que je radote avec mon histoire de sida, mais l'expression de la parole des malades est pour moi quelque chose d'essentiel, pas uniquement pour des questions de collecte. C'est quelque chose, je trouve, de très fondamental dans la place de la maladie et des malades dans la société, ou des personnes vivant avec la maladie, puisqu'on évolue quand même vers une société où il y a de plus en plus de personnes vivant avec des maladies chroniques. Il y a plus de 6 millions de Français qui vivent avec une maladie chronique. Et donc la place des malades dans la société, c'est un vrai sujet. Et la parole des malades a été extraordinaire en matière de lutte contre le sida. Ça existe dans d'autres maladies, mais je trouve que tout ce qui a pu être fait grâce à cette prise de parole ou à l'irruption du malade dans le débat public n'a pas toujours été transcrit. Ça, c'est la question c'est un point de fond, en dehors de toute action de collecte. Après, la question, c'est la parole des personnes malades ou l'image des personnes malades dans les stratégies de communication et les stratégies de collecte. Et là, oui, on touche quelque chose forcément de beaucoup plus délicat. Encore une fois, contrairement à ce que vous avez dit tout à l'heure, j'ai compris que c'était fait pour nous provoquer, pour moi, la fin ne justifie pas les moyens. Je pense que justement, une de nos valeurs, c'est l'honnêteté et la conviction. Et du coup, très bien, toutes les paroles de malades sont belles et bonnes, à condition qu'elles ne soient pas instrumentalisées pour servir une collecte, même si derrière cette collecte va être utilisée pour une très bonne cause. Pourquoi je dis ça? Parce que je pense que le fait même de favoriser cette prise de parole, en soi, c'est une finalité pour nous. Et du coup, ça doit être une parole de qualité, ça doit être une parole juste, ça ne doit pas être une parole instrumentalisée pour servir une collecte. Voilà, mais ça, c'est vraiment en 30 secondes un problème qui nécessiterait beaucoup de temps, plus de réflexion et de... Voilà. Un grand merci. Nous n'avons justement plus de temps. Merci beaucoup. Un grand merci à vous pour On vos peut les applaudir bien témoignages. fort, tous les trois.